La Knesset a voté aujourd'hui sa dissolution. Les élections anticipées auront donc lieu le 17 mars prochain. Élections sur fond de violence en Cisjordanie avec ce soir un Palestinien de 16 ans qui a poignardé 2 clients d'un supermarché près de Jérusalem. Il a ensuite été abattu. Réunie à Bruxelles, la coalition chargée de lutter contre l'État islamique affirme avoir stoppé son avancée, mais le combat contre le Hamas durera encore des années, prévient John Kerry. À Hong Kong, après 2 mois d'occupation dans les rues, les leaders du mouvement pour plus de démocratie ont décidé de se rendre à la police sans rien avoir obtenu. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Au lendemain donc de l'annonce de l'éclatement de cette coalition, c'est la Knesset qui a entériné aujourd'hui la fin de l'ère entamée lors de la précédente législature, c'est-à-dire il y a à peine quelques mois, c'était en 2013. Il y aura donc de nouvelles élections en Israël. On en connaît la date, 17 mars, on va en parler dans un instant. On retrouvera également nos envoyés spéciaux et notamment la première prestation publique de Yair Lapid sous les yeux, vous le voyez, de Cyril Amar et de Faller Habib. Ça se passe à Tel Aviv en ce moment même. On aura les tout premiers échos et peut-être la réponse d'ailleurs de Yair Lapid aux propos très durs tenus hier soir par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. On va parler donc de politique très longuement dans cette première demi-heure avec une campagne électorale qui est lancée en Israël. מצאנו 2 פצועים שנפגעו מדקירות באזור פלג גוף עליון, טיפלנו בהם. זו מפלה שאתה הבאת על עצמך במו ידיך. זה המחיר שמשלם מי ששם את טובתו האישית לפני טובתה של המדינה. האמת היא שיש לנו ראש ממשלה שמפחד. מול האתגרים הכבירים שמדינת ישראל ניצבת בפניהם, צריכים מפלגת שלטון גדולה ומנוסה. Avant donc de parler politique avec nos invités qui sont là, Michael Barzvi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, philosophe politique. Et Daniel Sheikh, bonsoir. Vous êtes membre du parti Atmo, ancien ambassadeur également d'Israël en France. On va d'abord se rendre à Ma'ale Adoumim, c'est tout près de Jérusalem. C'est une zone où se côtoient des implantations et des villages arabes. Et c'est là qu'a eu lieu tout à l'heure donc nouvel attentat perpétré à l'arme blanche. On va retrouver Maxime Pérez qui est sur place. Maxime, bonsoir. Avec vous donc le détail de ce qui s'est passé tout à l'heure dans ce supermarché qui est juste derrière vous. Oui, nouvelle attaque au couteau ici dans ce supermarché de la zone industrielle de Ma'ale Adoumim à quelques kilomètres de Jérusalem, supermarché appartenant à la célèbre chaîne Rami Levy qui emploie juifs et arabes dans plusieurs chaînes de magasins à travers le pays. Eh bien, vers 16h, un Palestinien s'en est brutalement pris à des clients qui patientaient à la caisse. Il a eu le temps d'en blesser grièvement 2 d'entre eux avant d'être neutralisé par un garde du corps de Benjamin Netanyahou présent sur les lieux tout à fait par hasard. Il n'était pas en service. Il a immédiatement tiré sur l'assaillant, l'a grièvement blessé aux jambes. Ce dernier s'est donc écroulé et donc l'attentat a pu être arrêté à temps. Les dégâts restent donc limités en termes de victimes. Très vite, la police est arrivée. Le Palestinien a été évidemment transféré à l'hôpital où il a ensuite été interrogé par les services de sécurité intérieure du Shabak. Il s'agit d'un Palestinien, il faut le préciser, sans antécédents judiciaires ni sécuritaires. Il est originaire de la ville de Naplouse. Néanmoins, ce soir, les policiers ont procédé à 2 arrestations, dont l'un des employés de ce supermarché, un employé palestinien qui pourrait avoir prêté assistance à ce jeune terroriste âgé de 16 ans. Les 2 victimes de cette attaque se trouvent actuellement à l'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem dans un état grave. Elles souffrent de blessures à la tête et aux épaules, mais leur pronostic vital n'est pas engagé.
Alors Maxime, il faut préciser justement qu'on est dans une zone, l'endroit où vous vous trouvez, où se côtoient donc Israéliens, Palestiniens, Juifs, Arabes quotidiennement. Oui, cette zone de Michor Adoumim qui jouxte donc Ma'ale Adoumim, qui est la plus grande implantation et localité juive de Cisjordanie, eh bien cette zone emploie près de 3000 ouvriers palestiniens au quotidien. Il y a ici près de 300 usines tenues, dirigées par des Israéliens. C'est donc un véritable lieu de coexistence qui a été visé cet après-midi par cet attentat au couteau. C'est même un poumon économique que cette zone industrielle pour de très nombreuses familles palestiniennes de Cisjordanie, notamment de la région de Jéricho, qui ne se situe qu'à une vingtaine de kilomètres d'ici. Alors ce soir, les responsables des lieux demandent aux autorités de renforcer les contrôles à l'entrée de cette zone industrielle. Il y a un sentiment d'insécurité qui a ressurgi soudainement, mais néanmoins, le supermarché en question qui a été visé par l'attaque a très vite repris ses activités. Nous voyons ici des consommateurs entrer et sortir avec leur commission et on a, semble-t-il, voulu très vite oublier ce qui s'est passé il y a de cela quelques heures. Merci Maxime Pérez, donc en direct de Ma'ale Adoumim, 2 blessés, donc c'est le bilan de cette attaque et le terroriste qui a donc été abattu et qui est dans un état grave ce soir. On va maintenant évoquer donc le dossier du jour, c'est-à-dire le dossier politique. Tout d'abord, rappel en image de ce qui s'est passé aujourd'hui à la Knesset. On a entériné la décision politique du Premier ministre, c'est-à-dire la dissolution de l'actuelle Assemblée. Cyril Amar. Le rendez-vous est pris. C'est au printemps prochain que les Israéliens se rendront aux urnes pour les élections législatives anticipées. Bonjour à tous. Je viens de tenir des consultations avec l'ensemble des formations politiques de la Chambre concernant les élections anticipées et la date du scrutin. Un consensus se dégage autour de la mi-mars, plus précisément le 17 mars. Aujourd'hui, le Parlement israélien a voté en lecture préliminaire pour la dissolution de la Chambre. Une procédure qui devrait s'achever dans le courant de la semaine prochaine. S'en suivra alors une période de vacances parlementaires jusqu'au scrutin. Hier soir, Binyamin Netanyahou avait mis fin au suspense après avoir sévèrement critiqué ses 2 ministres centristes, Yair Lapid et Tzipi Livni, jugés trop récalcitrants. Je n'accepterai pas une situation où des ministres agissent contre le gouvernement et son chef, pour des considérations politiques étroites, sans aucune responsabilité nationale. La réaction de la ministre remerciée ne s'est pas fait attendre. J'ai bien peur que les règles de l'éthique politique ne s'appliquent pas au Premier ministre. C'est une question de caractère. Ma mère m'a toujours dit qu'à partir d'un certain âge, on ne pouvait plus changer les gens. Derrière la rhétorique hystérique d'hier soir, la vérité, c'est que nous avons un Premier ministre qui a peur. Inquiet ou serein, toujours est-il que Netanyahou est, selon tous les sondages, assuré de former la prochaine coalition. Ses opposants devront donc compter sur le jeu des alliances pour le mettre en danger, comme le suggère ce député travailliste. Nous appelons Tzipi Livni, le parti Kadima et les autres partis du centre à nous rejoindre, car Netanyahou n'est pas assuré d'obtenir une majorité face à des partis du centre-gauche unis. Et je crois qu'il est temps de dire à M. Netanyahou, c'est votre 3e mandat, il est temps de raccrocher. Faites autre chose, car les Israéliens sont lassés de votre stratégie. Le ton est donné, la campagne électorale lancée. Elle s'annonce courte, mais intense. Alors, avant d'évoquer cette campagne électorale sur un plan plus politique, je voudrais d'abord votre avis l'un et l'autre sur finalement cette nouvelle élection qui est provoquée moins de 2 ans après la précédente. Est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose qui, à la fin, décrédibilise complètement le régime politique en Israël? Oui, je crois que c'est, on peut dire, comme toutes les élections qui se déroulent avant l'heure, inutile et incertain. Pour moi, le problème révèle, je dirais, un problème de gouvernance, comme on dit, à savoir que l'impossibilité de gouverner avec des coalitions qui sont composées de partis qui ne sont pas, je dirais, des grands blocs. On a eu l'habitude, avec la proportionnelle absolue dans les premières années de l'État d'Israël, d'avoir à la fois des dirigeants qui avaient la possibilité de drainer une grande audience, et donc d'avoir des partis qui avaient aux alentours de 40 mandats, et donc qui pouvaient faire des coalitions avec des plus petits partis, mais qui malgré tout gouvernaient. Aujourd'hui, avec des partis qui tournent autour de 15, 20
c'est impossible de gouverner. Donc forcément, on sera toujours dans ce système de crise. Donc pour moi, ça révèle un vrai problème en profondeur du système politique. Et je dirais que les Israéliens ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi il faut des élections, même si, moi, personnellement, je comprends qu'on ne peut pas gouverner comme ça. C'est impossible. Ouais, et ça ne va pas s'arranger. Ce système. Les prochains sondages révèlent que ça va être aussi morcelé, Daniel Cheikh. Non, ça va être pire, probablement, parce que viendront s'ajouter sans doute un ou deux partis nouveaux. Certains sont déjà annoncés, celui de l'ancien ministre Moshe Kahlon, par exemple. Seul changement, c'est que le seuil minimum a été quand même élevé un peu, ce qui va peut-être encourager un certain nombre de partis d'essayer de se regrouper. Ça va les inciter à faire des efforts plus grands, ce que le député Erel Margalit a dit pendant votre reportage. Il a appelé le parti de Tzipi Livni, le parti de Yair Lapid de s'unir. Tout ce chant, on l'a entendu avant les dernières élections aussi. Après, ils peuvent se désunir. Ils peuvent se désunir après. Les bagarres personnelles, qui va être à la tête, etc., ont finalement primé sur la logique. Cette fois-ci, ça va être peut-être différent. Et il y a un élément important à ne pas négliger, ce sont les partis arabes, qui, eux, seront forcés de s'unir, puisqu'ils sont 3. 2 sont tout juste au seuil minimum et un qui a été relevé en dessous. Et donc, leur seule chance est de s'unir. Et s'ils s'unissent, leur potentiel d'attirer des voix dans la population arabe israélienne va monter. Ils sont aujourd'hui 11 sièges à 3. Ensemble, ils ont un potentiel de 14 ou 15 sièges et ça peut changer, faire basculer les blocs. Alors justement, est-ce que vous voyez cette prochaine élection peut-être reconstituer des blocs plus classiques, droite-gauche? Parce que là, on a une alliance peut-être qui était contre nature, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas fonctionné d'ailleurs, centre-droit, droite plus à droite encore? Peut-être, cela dit, tout est possible en Israël, l'incertain est toujours possible. 4 mois et demi, c'est une assez longue période électorale. Une période difficile où la situation d'Israël, à la fois dans le monde, à la fois sur le plan intérieur, n'est pas facile. Donc aucune grande décision ne pourra être prise. Et donc il peut se passer beaucoup de choses en 4 mois et demi. Donc les gens qui font des paris sur des éventuelles unions sont des prophètes. Et je pense que la prophétie a été donnée surtout aux imbéciles et aux idiots. Donc j'éviterai de faire des pronostics pareils. Je crois que malheureusement le résultat de l'élection précédente avec la création de partis sectoriels et cette question qui est là, je dirais, est-ce qu'on peut créer une troisième force, c'est-à-dire une force du centre dans la politique israélienne? On a eu déjà plusieurs échecs. Il y a eu Kadima, il y a eu Daesh, il y a eu Shinouï et cette fois-ci, encore une fois, une tentative de Lapid qui probablement va encore perdre des voix. Lapid qui est en train de parler, on l'a vu à l'image. Il est tout à fait possible que les blocs changent. Aujourd'hui, revenir à 2 blocs, ça me paraît malheureusement impossible. C'est le passé. Il faut essayer de construire autre chose. La réalité israélienne est telle que dans ce système politique, je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment on ne serait pas forcément... Parce que même s'il y a un bloc, comme vous dites, 2 blocs qui se forment, ces blocs seront malgré tout composés de 2 ou 3 partis qui, à un moment ou un autre, se trouveront bloqués par des crises à la fois personnelles et à la fois, je dirais, sur des questions idéologiques. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si on réfléchit, même entre les 2 grands blocs, sur certains sujets, il n'y a pas vraiment d'énormes différences. Et c'est beaucoup sur des problèmes de personnalité, de personnes, de jeu de pouvoir. Donc je ne vois pas actuellement dans ce système politique de solution. Vous êtes d'accord? C'est sur les personnes que cette coalition a échoué ou sur les idées? Non, la coalition n'a pas échoué que sur la question de personnalité, mais l'éclatement du paysage politique est en partie le résultat disons, de nuances qui sont plus personnelles que substantielles. Mais je dirais 2 choses. La première, je ne pense pas qu'on peut espérer une coalition plus cohérente après les prochaines élections, pour la simple raison qu'il n'y aura pas, ni d'un côté ni de l'autre, un parti central, fort, qui peut, pas dicter, mais au moins donner le ton central à une coalition cohérente. Ce sera toujours un jeu de compromis qui va mettre ensemble, comme c'était le cas ici, un parti comme des personnalités comme Tzipi Livni et Naftali Bennett. C'est difficile de coexister comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis d'accord évidemment sur
la prudence qu'il faut exercer en ce qui concerne les prophéties, j'en ferai une. Tous les partis, ou tous les partis du centre-gauche et centre-droit, vont dans leur campagne parler du besoin d'une réforme électorale. Et le lendemain des élections, vous n'entendrez plus un mot sur la question. C'est ça le drame. Tout le monde comprend que la seule issue de ce cercle vicieux, de cette instabilité de gouvernance, c'est une véritable réforme électorale. C'est un sujet qui sonne bien chez les électeurs, mais une fois les élections passées, personne n'ose y toucher. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est irréformable en Israël? Parce que les députés tiennent à leur siège et qu'on voit un renouvellement extrêmement important. Depuis un certain nombre de mandatures, il y a plus du tiers des députés qui est renouvelé. Et donc tous les députés connaissent ce fait objectif, et donc personne ne veut renoncer à son siège, parce que faire une réforme électorale... de certains partis de voter leur disparition. Bien sûr, et de certains députés de se suicider politiquement. Donc personne n'a envie de ça. Les 85 députés qui ont voté aujourd'hui les élections auraient mieux fait de voter un changement du système électoral. Ça aurait été beaucoup plus sage et beaucoup plus raisonnable, et je pense que c'est ce que veulent les Israéliens. Les Israéliens aujourd'hui ont compris que ce système électoral doit être absolument réformé, changé de fond en comble. Et ça, malheureusement, ça n'aura pas lieu dans ces élections. Ce sera peut-être, comme Daniel a dit, en débat, mais abandonné après. Alors justement, on a posé la question si ces Israéliens attendent des changements de cette élection, de cette nouvelle énième élection. On a recueilli quelques témoignages à Tel Aviv. Écoutez justement ces réactions d'Israéliens dans la rue, et on verra si ça corrobore vos propos. Je pense que ces élections sont inutiles. Les politiciens nous manipulent. La situation restera telle qu'elle, évidemment, avec en plus une perte de 2 milliards de shekels. Ça n'a rien de bon et ça ne changera rien. Tant que les politiciens pensent à eux-mêmes et pas au pays, rien ne changera. À mon avis, c'est catastrophique. Malheureusement, ça n'apportera aucun changement, encore moins les changements qu'on espère. Comme on le voit, il y a des élections en moyenne tous les 2 ans et 2 mois. Rien ne change. Il y a autant de pauvreté, ou même plus, le coût de la vie augmente. Toutes leurs paroles, c'est probablement qu'une question d'ego. Ils ne joignent pas le geste à la parole. Je pense que ça ne changera rien. En attendant, c'est une perte d'argent. Au lieu de donner cet argent aux jeunes, qu'ils puissent profiter des baisses d'impôts, cet argent va être attribué aux partis. On n'aura rien à y gagner et nos enfants non plus. Bon, vous voyez qu'il y a quand même une grosse désillusion, amertume. Bien sûr, en tout cas, mais c'est ça le drame, parce qu'il y a une désillusion de la politique, donc un désintéressement, il y a une baisse constante du taux de participation, ce qui donne à nouveau plus de force aux partis sectaires, aux partis sectoriels, aux partis des extrêmes, aux partis qui ont la force de mobilisation, et c'est les gens qu'on a vus ici sur l'écran, qui sont monsieur et madame tout le monde, qui se désintéressent et qui se disent, ma foi, à quoi bon aller voter? De toutes les façons, il y aura un gouvernement qui n'aura pas le temps d'exercer telle ou telle politique. Moi, je vous dis, des gens de gauche qui préféreraient avoir un gouvernement de droite cohérent qui puisse exercer une véritable politique, et vice-versa. Et vice-versa. C'est plus sage. Le risque, c'est qu'il va y avoir un désintérêt de la politique, pour ne pas dire plus, peut-être même un dégoût de la politique. On voit ce que ça donne en Europe, la montée d'un populisme qui existe déjà en Israël, dans les extrêmes, à droite comme à gauche d'ailleurs, une forme de radicalisme qui est un rejet de la politique et qui peut mener à une situation extrêmement grave à l'intérieur du pays, d'autant que nous sommes malgré tout en guerre, que nous avons une minorité arabe avec lesquelles les relations sont tendues, qu'il y a une situation économique, notamment dans la périphérie, qui est difficile. Donc tout ça, ce sont des phénomènes qui peuvent créer une situation assez explosive. Et moi, je crains d'un côté une abstention massive que je pourrais comprendre, parce que moi je parlais tout à l'heure avec des gens dans la rue qui m'ont dit mais moi je vote tous les 4 ans, je vote pas tous les 2 ans, donc j'attendrai les 2 ans de plus. Donc il risque d'y avoir une abstention. J'ai même entendu tout à l'heure un appel d'un professeur de sociologie de l'université de Haïfa qui dit je vais monter un mouvement de protestation pour ne pas aller voter. Il existe déjà sur Facebook. Voilà, ça existe. Et donc, c'est une risque de montée d'extrême, de radicalisme, de populisme. Alors ça, et la campagne risque d'être extrêmement violente parce qu'elle va être très longue
et que bien évidemment la situation en Israël est explosive, il y a le terrorisme et tout le monde va utiliser les différents, je dirais, aspects démagogiques d'une campagne électorale. Moi, je suis extrêmement inquiet sur cette situation. Voilà, alors c'est vrai que ça a déjà commencé cette campagne. On a vu des échanges déjà très fermes. Ça a commencé très vite. Netanyahou, Livni, et puis aujourd'hui Lapid, on l'a vu en train de parler. On ira tout à l'heure rejoindre Thierry Lamarck qui suit le discours de Yair Lapid, mais je peux déjà vous donner la tendance, c'est-à-dire qu'il reproche à Netanyahou finalement de vivre dans un aquarium et d'être complètement déconnecté de la réalité en Israël. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que cette campagne va tourner finalement autour d'un rejet ou pas de Netanyahou, plus qu'autour d'un débat d'idées de tel ou tel parti? C'est Netanyahou pour ou contre? Non, ce ne sera pas le seul thème de la campagne, mais je pense qu'il sera question énormément, à la fois dans la campagne, mais surtout dans le débat public, dans la presse, etc., de l'avenir de Netanyahou. C'est quand même un Premier ministre qui a duré longtemps, ce sera son 4e mandat. Tous courts, oui, en fait. Pas tous, mais celui-là court. Beaucoup pensent qu'il est fatigué, à la fois dans son propre camp, au sein du Likoud, que certainement dans l'opposition. Donc, je ne sais pas s'il y aura un mouvement qui unira certains partis pour dire tout sauf Netanyahou, mais je crois que la question de la survie politique de Netanyahou sera quand même assez marquante pendant cette campagne. Je crois justement que ce serait une erreur de ma part, si l'opposition veut faire des élections, de tout centrer sur Netanyahou. Parce que je pense que le peuple n'est pas idiot. Le problème, ce n'est pas uniquement la personnalité de Netanyahou, de telle autre personne, ou de Yair Lapid, ou de Tzipi Livni, ou de Herzog. Le problème, c'est de résoudre les questions brûlantes qui nous font face dans ce pays. Donc, attaquer Netanyahou, c'est aller, à mon avis, aussi sur son terrain. C'est là où il est fort, quelque part. Et donc, je vois dans les sondages que, malgré tout, il a ce charisme qui est reconnu par la population. Ce qui est un peu contradictoire. C'est tout, et toute la question de la personnalité, ce serait une erreur. Et je pense que, justement, le Likoud va exactement faire cette campagne aussi sur cette personnalité en disant, vous voyez, c'est la personne responsable, vous ne voyez pas les autres qui peuvent lui faire concurrence. Il faut dire qu'au sein du Likoud, il ne jouit pas d'une énorme popularité, mais il sera sans doute le candidat de leur côté. Ils vont tant bien que mal le soutenir. Mais à mon avis, c'est trop facile de dire que c'est juste une question de personne. On ne peut pas quand même dédouaner le Premier ministre d'une grande responsabilité centrale pour l'échec de ce gouvernement. C'est quand même lui qui était à la tête de ce gouvernement, c'est lui qui l'a formé, c'est lui qui a choisi ses partenaires de coalition, et donc il a une énorme responsabilité pour l'échec et pour la paralysie pendant ces derniers 2 ans où le gouvernement a existé, où le Premier ministre s'est concentré essentiellement sur le renouvellement de son mandat, qui a choisi le moment qu'il a trouvé le plus opportun, qui lui donnera les meilleures chances pour renouveler son propre mandat. Personnellement, je pense que pour un gouvernement, c'est un projet un peu maigre. Voilà, moi, non, pas tout à fait. Je pense que les responsabilités sont partagées. Je pense que c'est assez aussi irresponsable dans la mesure où on sait qu'on parle déjà d'élections, que c'est dans l'air depuis 2 mois et qu'il y a une responsabilité globale du gouvernement dans la situation. Ce qui est important aussi, c'est de voir ce qui va se passer dans les élections internes. Parce que Netanyahou, effectivement, il est à la tête du plus grand parti, mais la composition de cette liste est extrêmement importante. Il n'est plus le plus grand parti, je vous ferai remarquer. Depuis la séparation avec le parti. Mais il reste quand même la personnalité. Et donc, c'est pas la personnalité, c'est de savoir quelle liste, quelle va être la composition. Parce qu'on sait qu'à l'intérieur du Likoud, il y a des tendances. Et j'espère que le Likoud, qui est un parti de gouvernement depuis un certain nombre d'années, saura composer une liste avec des personnalités responsables et des personnalités, malheureusement, au sein du Likoud, il y a aussi des combats, justement, sur des gens qui tirent à droite, qui tirent à gauche. Je pense qu'aujourd'hui, le Likoud doit être un... Oui, en ce moment, justement, on a vu... Netanyahou est considéré comme l'extrême gauche au Likoud. Oui, on a vu au sein du Likoud qu'une partie des alliés même de Netanyahou avait été écartée lors des élections précédentes et qu'il faut qu'il reprenne la main sur son parti. Donc je pense que, d'une certaine façon, il y a un travail à faire si le Likoud, comme je le pense, va continuer à diriger ce pays, c'est d'avoir une liste et d'avoir des personnalités au sein de sa liste qui seront suffisamment responsables
et qui ont une expérience pour mener ce pays et mener une majorité, non pas selon des émotions, des affects et des relations personnelles tendues avec telle ou telle personne, mais créer une vraie coalition avec des personnes responsables. Il en existe, à mon avis, dans la droite israélienne. Il faut que Netanyahou fasse un effort de ce côté-là, parce que sinon, effectivement, il va être tiraillé sur sa droite, sur sa gauche, et comme le dit Daniel, aujourd'hui, même dans son parti, il a des difficultés à imposer sa voix, même si il sera probablement élu au sein de son parti, mais il a besoin d'une liste qui soit une liste, je dirais, vendable au public. Il faut que sa liste soit une liste de gens qui sont acceptés et pas seulement ceux qui sont les plus actifs ou qui font le plus de bruit. Ça n'est pas important. On a besoin aujourd'hui d'hommes politiques en Israël. On n'a pas besoin de démagogues. Aujourd'hui, il faut revenir à la responsabilité politique, aussi bien à droite qu'à gauche. Et qui en face, alors, émerge aujourd'hui, à votre avis? Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une lapide à essayer. Qui est naturelle, qui émerge, c'est toute la question. Savez, la problématique, mais à la fois la maniabilité de ce système, c'est que par la force d'une majorité de blocage, par exemple, ou d'une minorité de blocage, vous pouvez faire émerger quelqu'un. Et vous savez, Netanyahou n'est pas né Premier ministre. Il a gagné cette place par des circonstances politiques, par un alignement de circonstances politiques qui l'ont porté au pouvoir. Ça peut changer très vite. Vous savez, c'est une question de 3 ou 4 sièges qui passent d'un côté à l'autre. Et du coup, il y a 61 voix qui voteront contre une coalition de droite et donc auront une chance de faire émerger un nouveau leader pour ce pays. Ouais. Oui, je pense que là, je dirais, c'est très très laxiste comme ce système. Ça peut changer très très vite, je suis absolument d'accord. Simplement, aujourd'hui, le système électoral étant bloqué, on voit difficilement comment une personnalité peut émerger. Netanyahou est un grand communicant, il a l'habitude de ce type de campagne électorale. C'est là, je dirais, où il se sent le mieux, c'est dans la campagne électorale. C'est vrai, mais il faut toujours rappeler, Netanyahou n'a pas été élu personnellement. Il a été élu à la tête d'un parti qui ne fait pas un quart de la Knesset. Donc, lui peut être élu avec 21, 22 sièges au Likoud, mais c'est dans les blocs que ça se joue. Et dans les blocs, il y a une certaine marge de changement qui peut arriver certainement pendant une campagne de 4 mois. La question dans l'opposition, c'est de savoir si l'opposition est capable de s'unir, ce dont je doute. Et donc le fait que Netanyahou soit le seul candidat, je dirais, de la majorité actuelle et de la droite, comme étant un premier ministrable, disons, ça lui donne un certain avantage dans la campagne. Merci Michael Barzvi. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Israël et la France, l'Alliance égarée, publié au Provincial. Merci Daniel Sheikh. On ira dans un instant retrouver Cyril Amar. Restez avec nous. La Knesset a voté aujourd'hui sa dissolution. Les élections anticipées auront lieu en Israël le 17 mars prochain. Contexte sécuritaire toujours très présent. Tout à l'heure, à Ma'ale Adumim, près de Jérusalem, un Palestinien de 16 ans a poignardé 2 clients d'un supermarché, les blessant assez grièvement. Lui-même a été très grièvement blessé après avoir été abattu par un garde du corps du Premier ministre et qui se trouvait par hasard à cet endroit. Réunie à Bruxelles, la coalition chargée de lutter contre l'EI affirme avoir stoppé l'avancée des djihadistes, mais le combat va durer encore des années, prévient John Kerry. Et puis Hong Kong, après 2 mois d'occupation dans les rues, les leaders du mouvement pour la démocratie ont décidé de se rendre à la police. Ils n'ont pas obtenu ce qu'ils demandaient. Réunie à Bruxelles, la coalition internationale qui lutte contre l'État islamique affirme donc que l'avancée des djihadistes est désormais stoppée. Mais il y a encore loin de l'éradication totale de ce mouvement qui mobilise les armées de dizaines de pays. Leslie Rezoug. Message clair de la coalition ce mercredi, elle affirme avoir réussi à freiner l'État islamique en Syrie et en Irak. Et les représentants des 60 pays réunis à Bruxelles ont des raisons d'être sûrs d'eux, car sur le terrain, le groupe djihadiste connaît une série de revers sans précédent. En Irak tout d'abord, où l'armée a réussi à reprendre certains secteurs.
En Syrie aussi, l'État islamique semble en déroute. La ville stratégique de Kobané est toujours aux mains des combattants kurdes. Les 1000 raids aériens auraient donc porté leurs fruits. Une analyse décriée par Bachar el-Assad ce mercredi. Dans la presse française, le président syrien juge cette action inefficace et il continue de le marteler. Seul un déploiement au sol pourrait désormais freiner le I. John Kerry a affirmé de son côté que la lutte contre le groupe pourrait durer des années, mais selon lui, la coalition est plus soudée que jamais. Grâce à cette réunion, nous allons pouvoir faire passer notre message. Nous sommes unis et nous irons de l'avant sur tous les fronts. Cette campagne durera le temps qu'il faudra pour l'emporter définitivement. Nous sommes confiants et nous avons des raisons de l'être. Nos pays diffèrent de par leur géographie, leur histoire, leur culture, mais nous reconnaissons tous que nous faisons face à une menace commune. Daesh est un danger, une menace pour nos intérêts et nos valeurs. Au-delà de la lutte militaire, c'est désormais l'aspect économique qui focalise la coalition. Elle compte s'attaquer au mode de financement de l'organisation et endiguer le recrutement de combattants étrangers par Daesh. En tout, près d'un tiers des 30 000 combattants du groupe islamiste seraient des Occidentaux. Des mesures concrètes donc et une volonté réaffirmée, éradiquer coûte que coûte la menace islamiste. Et cette coalition compte désormais un membre de plus, même si officiellement Téhéran dément. Des avions iraniens ont bien bombardé des positions de l'État islamique en Irak ces derniers jours. Information confirmée par le Pentagone américain, même si aucune coordination n'existerait entre Américains et Iraniens. Léa Berdugo. Ce sont ces appareils qui viennent d'entrer en action en Irak, des chasseurs F-4 appelés également fantômes. Pour la première fois depuis la guerre Iran-Irak dans les années 1980, l'armée de l'air iranienne aurait procédé ces derniers jours à plusieurs frappes dans l'est irakien. D'après le Pentagone, des raids ont visé des positions de l'organisation de l'État islamique. Rien ne nous permet de démentir ces informations et nous n'avons pas de raison de les remettre en cause. Vous devriez plutôt interroger le gouvernement iranien sur leurs activités militaires. Mais si ces frappes iraniennes étaient confirmées, comment auraient-elles pu se faire sans l'aval ou à l'insu des États-Unis, dont l'aviation et celle d'autres pays occidentaux opèrent constamment dans le ciel irakien? Le Pentagone dément en tout cas toute coopération. C'est l'Irak, c'est l'espace aérien de l'Irak, c'est un pays souverain. Nous effectuons des missions aériennes au-dessus de l'Irak. Nous les menons après nous être concertés avec le gouvernement irakien. Il revient au gouvernement irakien de gérer cet espace aérien. Le gouvernement iranien n'a pas confirmé l'information, il n'a pas non plus démenti. Depuis le mois de juin dernier, l'État islamique ne cesse de gagner du terrain dans cette région. Le gouvernement chiite iranien entretient des liens étroits avec le gouvernement chiite irakien qui, lui, éprouve de sérieuses difficultés à repousser les assauts des djihadistes sunnites. Si aucune coopération officielle n'est établie entre l'Iran et les États-Unis, le nouvel ennemi commun, Daesh, pourrait acculer les deux puissances à un futur rapprochement militaire. Voilà, récit signé Léa Volbert. L'Iran qui a été la cible d'un attentat perpétré au Yémen aujourd'hui, dans ce pays où les chiites et les sunnites s'affrontent dans une terrible guerre civile depuis des années. Une voiture piégée a visé la représentation diplomatique iranienne, tuant au moins 2 personnes et en blessant 16 autres. Attaque qui a été revendiquée ce soir par le groupe Al-Qaïda. Elsa Mourgue. C'est encore la résidence de l'ambassadeur d'Iran à Sanaa qui a été visée mercredi matin. Hassan Sayed-Nam, qui vient d'entrer en fonction, n'était pas chez lui au moment de l'attaque à la voiture piégée. L'explosion a fait 1 mort et 17 blessés et des dégâts matériels importants. Les témoins parlent d'un cratère de 2 mètres de diamètre. L'explosion a été terrible, elle a secoué tout le quartier. La plupart des maisons ont eu leurs fenêtres brisées. Et ce n'est pas la première fois que cette maison est prise pour cible. En janvier déjà, un diplomate iranien, Ali Asghar Assadi, avait été tué par balle alors qu'il sortait de cette même résidence. L'attaque à caractère anti-iranien a été vivement condamnée par les autorités yéménites. Le gouvernement condamne l'attaque criminelle qui a eu lieu aujourd'hui contre l'ambassadeur d'Iran, où le fils d'un gardien a été tué et 17 autres personnes ont été blessées selon les premières estimations. L'attaque a été revendiquée par Al-Qaïda, qui accuse l'Iran de soutenir les milices chiites, des milices qui contrôlent déjà la capitale Sanaa
et qui souhaitent étendre leur influence dans tout le Yémen. Retour maintenant à l'actualité politique en Israël. On vous parlait tout à l'heure de ces élections anticipées dont on connaît la date à présent, 17 mars prochain. Et on vous a montré tout à l'heure la première intervention de Yair Lapid, l'ex-ministre des Finances, remercié par Netanyahou, qui entre maintenant dans un combat frontal avec son ancien Premier ministre. On va retrouver justement sur place à Tel Aviv où Lapid vient de s'exprimer Cyril Amar qui a suivi ce discours. Bonsoir Cyril. Alors, y a-t-il eu réponse justement de Yair Lapid aux propos très durs qu'avait tenus Netanyahou à son encontre? Oui, Yair Lapid avait choisi de prononcer son allocution, Jean-Charles, ici dans cette maison du journalisme à Tel Aviv, une maison qu'il affectionne particulièrement, puisque vous savez qu'il y a encore 4 ans, Yair Lapid, le ministre des Finances, était un journaliste vedette, celui de la 2e chaîne de télévision israélienne. Alors, il a prononcé un discours effectivement très ferme. Il s'est lancé dans une vindicte frontale contre le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, 24 heures seulement après que celui-ci, et lui également, l'est attaqué également frontalement. Lui et la ministre de la Justice, Tzipi Livni. Donc c'était un discours riposte. Il s'est adressé directement au Premier ministre en lui reprochant d'être tout simplement déconnecté. J'ai compté à pas moins de 10 reprises, il a utilisé cette expression. Vous êtes déconnecté, monsieur le Premier ministre, déconnecté de la réalité israélienne. Vous vivez dans un aquarium, a-t-il dit. Vous vivez presque dans un monde imaginaire. Vous avez privé, en convoquant un scrutin anticipé, vous avez privé les jeunes couples d'acquérir un logement exempté de TVA avec les dépenses que vont entraîner donc la provocation de ce scrutin anticipé. Des lois sociales auraient pu être validées par la Knesset. Ça n'a pas été fait par le Premier ministre israélien parce que le Premier ministre israélien a décidé de provoquer des élections. Vous voyez bien, Jean-Charles, on est donc dans ce blame game entre les deux hommes, entre Binyamin Netanyahou et Yair Lapid, un jeu d'accusations réciproques qui vise à faire porter à l'autre la responsabilité de la chute du gouvernement et du scrutin anticipé, dont il faut bien rappeler que les Israéliens ne veulent pas. Et pour cause, il va coûter aux contribuables israéliens, Jean-Charles, pas moins de 2 milliards de shekels, soit environ 400 millions d'euros. C'est beaucoup trop pour Yair Lapid, évidemment, puisque lui s'affiche depuis son entrée en politique comme le champion des classes moyennes, comme celui qui doit représenter les classes moyennes, mais qui, il faut bien le dire, en un peu moins de 2 ans de mandat, a eu le plus grand mal à justifier justement la confiance qu'elle lui avait accordée. D'un mot, Cyril, puisqu'on sait que les sondages ne sont pas très favorables à Lapid, est-ce que, selon vous, il a un avenir en politique et un rôle à jouer dans cette campagne ? Alors ça va être le grand défi d'Yair Lapid qui, pour l'heure, est, il faut bien le dire, le grand perdant de ce scrutin anticipé, puisque en 2013, il avait obtenu 19 sièges sur les 120 que compte le Parlement israélien, et qu'aujourd'hui, il est crédité dans le meilleur des cas de 11 sièges, donc c'est très peu. Il devra également prouver à ses détracteurs que son parti, Yesh Atid, il y a un avenir, n'est pas un épisode éphémère de la vie politique israélienne, comme avait pu l'être le parti laïque centriste de son père, Tony Lapid, qui avait été, on s'en souvient, ministre de la Justice, ou Ariel Sharon. Il aura donc ce double défi à relever, essayer d'obtenir le maximum de sièges et convaincre ses électeurs qu'ils devront continuer à lui faire confiance, car face à lui, il y a un bloc de droite, Jean-Charles, qui se renforce. Les derniers sondages le créditent de 52 sièges au Parlement. C'est 8 de plus que ce que comptent les parlementaires de droite à l'heure actuelle, alors que les centristes et les partis de gauche, à savoir le Parti travailliste, Yesh Atid, mais également le parti de Tzipi Livni, Atnoa, ne sont crédités que de 28 sièges, alors qu'ils comptent dans la Knesset actuelle 40 parlementaires. Merci Cyril Amar, en direct donc de Tel Aviv. On évoquait l'autre information importante de cette soirée en Israël, cette nouvelle attaque à l'arme blanche perpétrée par un Palestinien tout à l'heure à Ma'ale Adoumim, tout près de Jérusalem. 2 clients d'un supermarché ont été blessés à coups de couteau et c'est un vigile qui était présent mais qui n'était pas en service qui a abattu le terroriste. Récit signé Leslie Rezoug. L'attaque à l'arme blanche, un mode opératoire désormais fréquemment utilisé ces dernières semaines par les terroristes. Ce mercredi après-midi, un adolescent palestinien de 16 ans a poignardé 2 clients d'un supermarché de l'implantation de Mishor Adoumim, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Quelques minutes seulement après l'attaque, vers 16h30, les secours sont arrivés sur place. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, il y avait 2 blessés et je connais personnellement l'un des 2, il est aussi ambulancier.
Ils ont été poignardés au niveau du torse. Nous leur avons donné les premiers soins. Et à côté d'eux était allongé le terroriste qui a été neutralisé par un des clients du magasin. Tous les trois ont été transportés à l'hôpital rapidement. Le jeune assaillant touché par balle à la jambe est pour le moment dans un état critique. Les 2 victimes ont quant à elles été tirées d'affaire. Elles sont désormais dans un état stable. Cela fait des semaines que ce genre d'attaque ciblée menée par des individus isolés se multiplie dans le pays. Du centre de Jérusalem à Tel Aviv en passant par la région du Gush Etzion. Mais le directeur du supermarché refuse de céder à la panique. Nous sommes conscients des problèmes de sécurité dans la région avec les attentats qui touchent Jérusalem. Nous avons renforcé la sécurité autour des écoles et dans la zone industrielle. Une enquête est ouverte. L'autorité palestinienne doit comprendre que près de 2500 Palestiniens sont employés dans cette zone industrielle. Nous ne souhaitons pas détériorer notre relation avec eux. Un message d'apaisement de moins en moins audible alors que la tension est désormais à son paroxysme. À Hong Kong, après plus de 2 mois d'occupation, les leaders du mouvement de protestation ont décidé de se rendre à la police. Auparavant, ils avaient reconnu l'échec de leur mouvement destiné à réclamer plus de démocratie au pouvoir chinois. Julia Ganancia. Le mouvement des parapluies s'essouffle. Les fondateurs d'Occupy Central appellent leurs partisans à se retirer du site principal de protestation près du siège de l'exécutif. Escortés par des dizaines de supporters armés de parapluies jaunes, les 3 fondateurs sont entrés dans un commissariat du centre pour se constituer prisonniers. Ils sont partis du poste de police moins d'1 heure plus tard sans payer de caution. Je pense que c'est toujours à la police et aussi à la justice de décider quoi faire de nous. Je ne pense pas que la question va être réglée maintenant, mais peut-être que plus tard nous serons arrêtés et poursuivis pour des faits plus graves. Après plus de 2 mois d'occupation, le mouvement n'a obtenu aucun résultat concret. Ces étudiants avaient eu l'idée d'occuper la rue. Ils sont désormais partagés entre ceux qui veulent radicaliser l'action et ceux qui voudraient changer de forme de lutte. Certains préconisent un virage stratégique vers une action plus politique. Monsieur le chef de l'exécutif, répondez-nous aussi vite que possible pour que les réformes politiques et le dialogue reprennent. Ne nous demandez pas, s'il vous plaît, d'éviter la douleur d'une grève de la faim. Soulagez d'abord l'agonie de la répression et du manque de liberté des habitants de Hong Kong. Parallèlement, des parlementaires britanniques devaient se rendre à Hong Kong pour évaluer si Pékin respectait les conditions mises à la rétrocession du territoire en 1997. Le droit d'entrée leur a finalement été refusé. La Chine a affirmé que le déplacement de la commission d'enquête serait un geste ouvertement conflictuel et nuisible au développement des relations entre la Chine et le Royaume-Uni. Le réel objectif d'une petite minorité de Britanniques, c'est d'utiliser la soi-disant responsabilité morale pour venir interférer dans les affaires intérieures de la Chine. Une telle tentative ne peut pas réussir et la Chine ne l'acceptera certainement pas. Hong Kong connaît sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. Les manifestants, en majorité des étudiants, réclament un scrutin libre et ouvert en 2017 pour l'élection du chef de l'exécutif et s'opposent à ce que Pékin sélectionne les candidats. À Paris, reprise aujourd'hui du procès des 2 chauffards français responsables de la mort de l'Israélienne Lee Zitouni. L'audience, vous vous en souvenez, avait dû être stoppée la semaine dernière après que l'un des avocats des prévenus ait été frappé dans les toilettes du tribunal. Aujourd'hui, c'était donc l'heure du réquisitoire qui vient d'être prononcé. Bonsoir Annabelle Boubli, vous êtes en direct du tribunal. Vous suivez ce procès pour i24 News. Alors, 6 ans ferme contre le conducteur Eric Robig, ça peut paraître, vu d'ici, plutôt clément de la part du procureur. Qu'en dites-vous ? Absolument. Ça peut sembler clément, comme vous venez de le dire, mais en réalité, cette chambre voit passer tous les mois beaucoup de délinquants qui ressemblent à Eric Robig et à Claude Caillatte. C'est ce qu'a souligné le procureur. Il a évoqué pour Eric Robig un péché d'orgueil, un comportement épouvantable sur le plan moral et une prise de risque totale, peut-être même sous l'emprise de la drogue. Mais il a rappelé qu'il y avait toujours, chaque mois, des gens comme lui et qu'il ne fallait pas rendre une justice trop dure. Et c'est pour ça qu'il a requéri 6 ans et non pas le maximum. Et il s'est beaucoup expliqué, mais ça a beaucoup choqué. Alors, justement, quelle a été la réaction de la famille de la victime ?
La famille n'a rien dit, mais on a senti, vous savez, ils sont très dignes, ils n'ont pas parlé, mais on a senti une déception, bien sûr, bien sûr. Maître Golnadel pardon. L'atmosphère était plus sereine, on va dire, aujourd'hui que ce qu'il en était vendredi dernier? Oui, elle était sereine parce que, oui, il n'y a pas eu d'incident, mais elle était quand même très tendue. Non, elle n'était pas spécialement sereine. Alors, qu'a dit Maître Golnadel, justement, l'avocat de la famille de la victime? Oui, Maître Golnadel a souligné le fait que les épouses Itounis s'étaient présentées la semaine dernière avec beaucoup de dignité et de pudeur et que ça avait beaucoup contrasté avec le registre des deux Français qui, eux, ont nié totalement avoir brûlé le feu rouge et ont nié aussi l'arrangement entre eux. Voilà. Ouais. Le jugement sera rendu? Le jugement, en fait, va être rendu là d'ici une dizaine de minutes. On l'attend. On attend que le juge revienne dans la salle et pour prononcer le délibéré. Eh bien, écoutez, vous nous appelez évidemment à tout moment si ce jugement évidemment est prononcé dans les minutes qui viennent. Merci Annabelle Boubli en direct donc du palais de justice de Paris. Tout près de Paris, c'est une agression à caractère antisémite qui a visé un jeune couple dans un appartement familial de Créteil lundi à la mi-journée. Un jeune homme a été violenté, bâillonné alors que sa compagne, elle, a été violée. Les 3 malfaiteurs qui ont été interpellés cherchaient de l'argent et s'en étaient pris sciemment à cette famille juive. Récit de Léa Berdugo. Être juif signifie forcément être riche. C'est l'idée qu'avaient les agresseurs du jeune couple à Créteil selon les proches des victimes. Les faits remontent à lundi midi. 3 hommes cagoulés et gantés font irruption dans l'appartement. L'un des fils du locataire, 21 ans, se trouve avec sa compagne âgée de 19 ans. L'entrée des agresseurs est fracassante. Ils braquent le jeune couple avec un pistolet automatique et un fusil à canon. Dès que sont rentrés les agresseurs dans le domicile, ils ont tout de suite dit « Vous êtes des juifs, vous avez de l'argent ». Et les agresseurs avaient déjà repéré les victimes auparavant. Les 3 suspects ont été arrêtés et déférés devant la justice mercredi. Ils étaient déjà connus des services de police. Ils sont soupçonnés d'avoir roué de coups un septuagénaire en raison de sa religion. Une information judiciaire a été ouverte pour ces 2 agressions, notamment pour des violences en raison de l'appartenance religieuse de la victime. Le caractère antisémite de l'agression avait déjà été confirmé un peu plus tôt par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Les circonstances de l'attaque, la préméditation, tout rappelle une certaine affaire Ilan Halimi. En 2006, ce jeune homme de 23 ans avait été séquestré et torturé à mort 3 semaines durant dans une cité HLM des Hauts-de-Seine. Le gang des barbares, à l'origine de ce crime, avait justifié l'agression par l'appartenance religieuse du jeune homme. Il souhaitait extorquer de l'argent à sa famille. Des préjugés gravissimes selon les associations communautaires. Pour Roger Kukierman, président du CRIF, l'antisémitisme doit être traité dès le plus jeune âge. Les préjugés antisémites existent depuis des millénaires. Ça implique un effort d'éducation tout à fait exceptionnel, parce que les enfants ne naissent pas antisémites, ils le deviennent. Mais aujourd'hui, dans les écoles de la République, le mot juif est devenu une insulte. La communauté juive de Créteil avait déjà souffert d'une recrudescence des actes antisémites, notamment durant la dernière guerre à Gaza. Ce mercredi, le ministère de l'Intérieur a rappelé sa détermination à lutter contre toutes les formes de racisme. Alors en ligne avec nous depuis Paris, Samy Gozlan qui dirige le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Bonsoir Samy Gozlan. Cette nouvelle affaire très grave révèle un climat qui ne cesse finalement de se détériorer, vous le constatez ? Oui, absolument. Écoutez, chaque jour, nous avons 2-3 appels de signalements antisémites, des menaces, des portes taguées, des injures, des agressions, l'agression dans une école maternelle, des pierres qui sont lancées par-dessus le mur, et ainsi de suite. On a encore, là, tout à l'heure, cet après-midi, des jeunes juifs d'une école du 20e arrondissement qui ont été agressés par des élèves d'une autre école. Et même en province, une femme qui s'est plainte de l'antisémitisme de sa voisine. Donc c'est quelque chose de récurrent, de quotidien, j'allais dire, et de parfaitement insupportable. C'est ce que je viens d'exprimer au cabinet du Premier ministre tout à l'heure. Mais cette affaire de Créteil est vraiment une affaire barbare, sauvage, et on se rend compte que le fait d'être juif est devenu, je veux dire, dangereux,
les Juifs sont une cible privilégiée de tous ceux qui haïssent, de ceux qui ont la haine et qui ont la jalousie. Ce crime qui a été commis à Créteil est significatif de ce qui se passe dans l'esprit de certains individus qui ont encore ce cliché antisémite du juif et de l'argent. Ils ne vont pas voir si les Qataris sont milliardaires ou si d'autres personnalités sont milliardaires. Non, aujourd'hui, on voit que les juifs détiennent tout, les juifs sont les patrons de tout et les juifs ont de l'argent. Et c'est ce qu'a fait, et effectivement, c'est ce qu'ont fait ces individus qui ont déjà attaqué le 10 novembre un autre juif parce qu'il est juif. Alors en plus, ils les ont repérés et ils les ont suivis, et particulièrement dans cette dernière affaire. Merci ils ont vu beaucoup. qu'ils avaient une kippa et ils les ont suivis. Merci beaucoup Samy Gozlan. Je rappelle donc que vous dirigez le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme en France. On reviendra évidemment sur cette affaire. L'économie tout de suite. L'économie, on va revenir ce soir aux élections anticipées qui vont avoir lieu en Israël pour évoquer justement l'aspect économique de ces élections. Bonsoir Thibault de la Baronnière, vous êtes analyste financier. Alors, il va y avoir un premier coup déjà à assumer qui est très important, qui est dénoncé aujourd'hui. D'ailleurs. Oui, 2 milliards, c'est le nombre de shekels qui vont a priori être perdus à cause de cette nouvelle élection à venir. 1 milliard rien qu'à cause des fonctionnaires, puisque maintenant le gouvernement et les ministères vont fonctionner à la petite semaine en renouvelant tous les budgets, et les salaires des fonctionnaires vont automatiquement être augmentés au 1er janvier 2015. Il faut savoir qu'en plus, tous les nouveaux projets, tous les nouveaux programmes sociaux, de santé, etc. sont soit gelés, soit potentiellement annulés en fonction du résultat des élections. Ça va de nouvelles taxes sur le secteur de la santé, à la réforme de comités indépendants, à la privatisation des entreprises publiques, à des taxes environnementales qui sont elles aussi gelées, et puis au projet qui tenait à cœur Yair Lapid, qui avait passé à peu près tous les obstacles législatifs israéliens, à savoir le plan zéro TVA pour les primo-accédants israéliens, et qui, avant même de pouvoir espérer rentrer en vigueur, est donc gelé et potentiellement annulé avant même d'avoir commencé. Alors comme ce n'était pas la première fois, loin s'en faut, qu'il y a des élections anticipées, c'est un coût qui est supporté finalement par l'économie israélienne. Est-ce que ça l'affecte sur le fond ? Oui, ça l'affecte. C'est surtout supporté par les contribuables en fait à la fin, et ça l'affecte parce qu'une économie qui en ce moment est en train de ralentir sur le plan immobilier et sur le plan économique global est toujours affectée par un État qui lui-même ralentit son activité, et il faut comprendre que là pendant 6 mois il ne va rien se passer au niveau de l'État, et que le budget israélien ne sera pas voté probablement avant juillet ou août 2015, et même pire, même s'il était voté en juillet août 2015, les ministères n'auront pas le temps de dépenser les crédits 2015 en 2015, et ceux-ci seront donc annulés tout simplement, ce qui va probablement créer un excédent budgétaire en 2015. Merci beaucoup Thibault de la Baronnière, donc analyste financier. Les sports tout de suite. Il est connu pour ne jamais avoir la langue dans sa poche. C'est l'un des champions du monde de foot 1998. Emmanuel Petit a suscité une polémique en France ces derniers jours après une interview dans laquelle il s'en prend à l'état d'esprit des Français en général, déclarant notamment que les Français, je cite, auraient peut-être été mieux gouvernés si la France avait été envahie par l'Allemagne. Cela a suscité un tollé. Eh bien, Emmanuel Petit, qui est consultant foot sur i24 News, a réagi tout à l'heure en exclusivité dans le magazine des sports de Valérie Pérez. On l'écoute. Mes propos étaient concernait une interview qui était basée sur Thierry Henry, sur le traitement concernant la presse, et j'ai fait une allusion justement qui est déplacée. D'ailleurs, je le regrette profondément parce que cette référence historique a été un dérapage de ma part et je m'en excuse. Si je choquais des gens, sincèrement, je vous présente mes excuses. En revanche, la raison pour laquelle je faisais référence à l'Allemagne, c'est l'Allemagne d'aujourd'hui, l'Allemagne du sport, et notamment de la Nationalmannschaft, le sentiment d'unité, de solidarité nationale lorsqu'ils revêtent le maillot de la Nationalmannschaft, de la même manière qu'au niveau des clubs allemands, on est quand même à des années-lumière, nous les clubs français, parce qu'il y a une solidarité, une unité dans tout le sport allemand. C'est dans ce sens-là que je voulais dire que c'était mal dit de ma part. La référence historique a été de mauvais goût, je le reconnais parfaitement. Mais il faut recadrer justement ce que j'ai dit et il faut tenir compte aussi de tous les propos que j'ai tenus pendant cette interview. Moi, je voulais faire référence à l'Allemagne d'aujourd'hui qui a pris les tournants qui s'imposaient début des années 2000, à la fois dans le sport mais aussi dans son économie. Et moi, je trouve aujourd'hui qu'on devrait s'inspirer justement de ce qu'ont fait de bien les Allemands. Donc au lieu de se regarder le nombril en permanence ici en France, c'est de ne pas traiter les problèmes de fond qui sont problèmes récurrents, qui sont quand même très importants d'un point de vue sociétal. Oui.
Je suis profondément attaché à mon pays. Vous savez, quand j'ai représenté mon pays pendant de nombreuses années, quand je me suis donné cœur et âme justement sur un terrain, c'est qu'à aucun moment pour moi j'avais ces problématiques sociétales lorsque je revêtais le maillot de l'équipe de France. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça devient un problème politique à chaque fois que les joueurs revêtent le maillot de l'équipe de France. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que le racisme est présent aux quatre coins de la France, il est présent à chaque coin de rue, parce qu'on n'arrive pas à traiter les problèmes de fond qui sont récurrents en France. Il y a une majorité de Français aujourd'hui qui veulent vivre dans la paix et dans la communion avec la mixité en permanence, mais on passe notre temps justement à être pris en otage, on va dire, en permanence dans des conflits, et on stigmatise à chaque fois soit des minorités ou soit des gens de confession religieuse. J'en ai plus qu'assez, je suis désespéré. La France a toujours été dans mon cœur, le sera toujours, mais aujourd'hui je ne reconnais plus mon pays qui a été le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme, des valeurs universelles. Quand je regarde par le passé la France, ce dont elle était capable d'un point de vue politique, mais au niveau national, quand je revois ce que la France aujourd'hui, j'ai peur pour l'avenir, pour mes enfants, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour la France elle-même. Donc il faut arrêter de vivre dans cette hypocrisie, il faut regarder les problèmes de fond en face, il faut les traiter sereinement, mais avec la communion de tous et arrêter de stigmatiser en permanence. Voilà, entretien retrouvé dans son intégralité dans le magazine des sports présenté par Valérie Pérez et Emmanuel Petit qui fait donc son mea culpa. On va se retrouver dans un instant pour la suite du Grand Direct avec un débat consacré à l'immixtion de l'Iran dans la lutte militaire contre l'État islamique. C'est un événement, des avions iraniens ont bombardé, semble-t-il, ces dernières heures, des positions de l'EI en Irak. On en parle dans un instant avec nos experts. Restez avec nous, le Grand Direct, juste après une pause.